Jamel. Un mot en un mot, Jamel, Jamel. Salut. Bonjour, Cannelle, enchantée. C'est bon, Sarek. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Moi, c'est Cannelle, je suis journaliste pour Brut. Écoute-moi, Gingembre, prends tout ton temps. Gingembre. Le concept, c'est que je reviens sur la vie et la carrière de mes invités. Ma mère, elle est comme Compton. Ah ouais? Mon père, il trappe. Je n'ai eu que des difficultés. Je connais rien d'autre que la difficulté. Et pour faire ça, je contacte des personnes qu'ils ou elles ont croisées dans leur vie et qui leur laissent un message. Elle est bien ton interview, tu sais. Merci. Aujourd'hui, c'est à Jamel Debbouze que je fais la surprise avec 3 souvenirs. Non, mais ça, c'est des questions pièges. Tête de ma mère Cannelle, c'est pas cool. Enlève la Tu veux caméra. savoir qui c'est? Je te montre le premier message? Vas-y, lance. Oh! Coucou Jamel, on m'a demandé si j'avais une petite anecdote, alors je voulais savoir si tu te rappelais le jour où sur H t'as sorti dis-moi pas que c'est pas vrai, parce que pour moi cette phrase elle a changé ma vie, c'est du pur génie. Oh. Et dès que j'ai l'occasion je dis dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors merci Jamel pour ton talent, ta générosité et pour ce dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà, Catherine. Ça fait plaisir, ça me touche même. Waouh. Écoute, Catherine, si tu m'écoutes, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens on se prend un café, c'est trop bête, le temps passe vite. J'ai adoré travailler avec toi, j'ai kiffé me retrouver à tes côtés. Ça n'a pas été facile pour elle, on n'a pas arrêté de la charrier. Et la pauvre, malgré tout, elle a encaissé, c'était une autre époque d'abord. J'ai passé un moment incroyable à tes côtés, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Elle va voir ça, hein? Oui, elle va voir. Ouais, voilà, Catherine. Justement, donc on parle là de H, de la période H. Est-ce que à ce moment-là, toi sur le tournage, tu te rendais compte que ça allait devenir aussi culte? Pas du tout, tu rigoles quoi, je sais même pas ce que ça voulait dire culte déjà. Non, jamais de la vie. Nous, on était dans une kermesse, une fête foraine avec Eric Ramsey. Déjà, on avait la chance de rentrer dans un plateau. Et on était absolument conscients de rien. D'ailleurs, on faisait des bêtises énormes. On quittait le plateau pendant des heures et des heures, sans se soucier que les techniciens nous attendaient, parce que pour nous, c'était un jeu. On ne prenait pas ça au sérieux du tout. Les autres prenaient ça extrêmement au sérieux. Mais nous, on était conscients de rien, heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend parfois du tournage, où on dit que vous étiez ingérable, donc c'est vrai. On était dégérables, si tu veux savoir. C'était même 3 gérables. Ouais, 3 gérables. On était même 3 gérables. Oui, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas. On était tellement inconscients, tellement grisés par, je te dis, cette fête. C'était une fête quotidienne. Et en plus, on était payés pour faire rire. Ça venait d'arriver, ça. Tout le monde était d'accord avec nous, tout le monde était aux petits soins, personne ne nous disait non. Tout ce qu'on proposait, c'était OK. On vivait dans un monde parallèle pour moi, on était vraiment déconnectés de la réalité. Et heureusement, c'est ce qui a permis cette liberté, cette folie. Quand on se retrouvait dans ce studio, pas qu'à 3, hein, Bido, Catherine Benguigui, Sophie Mounico, enfin je veux dire, on était comme dans un vortex. Tu vois, on était dans cette bulle, on faisait ce qu'on voulait là-dedans et on ressortait dans la vraie vie des heures plus tard. Mais on ne savait pas qu'on était ingérable, on l'était, hélas. On avait l'impression d'être gérable, nous. Et est-ce que tu te souviens peut-être du dernier jour de tournage de H? Non. H, je pourrais même pas te dire en quelle année c'était, tellement... Bon, juste pour info, H, c'était de 1998 à 2002. C'est quelque chose de tellement fort que j'ai vécu. Et comme toutes les choses très très fortes, elles sont là dans un coin de ma mémoire. Et si tu veux savoir, je crois que j'ai jamais vu H au complet. Ah ouais? Ouais, il y a plein d'épisodes que j'ai pas vus. Pourquoi? Parce que tu n'y arrives pas ou parce que... L'occasion s'est pas présentée, on n'aime pas forcément se voir, on se trouve toujours plein de défauts et c'est toujours beaucoup plus agréable de le voir au travers du regard des autres. Heureusement d'ailleurs qu'on n'était pas les meilleurs metteurs en scène, sinon on aurait coupé tout ce qui nous plaisait pas. Ouais, on est très critique envers soi-même. Bah oui, évidemment. Et même les extraits qui tournent parfois sur les réseaux et tout, si tu tombes dessus. Ouais, si je regarde un peu. Je regarde un peu, surtout quand c'est ma fille qui me l'amène ou mon fils, tu vois, je leur raconte un peu, tu vois, ils sont contents. Ils me disent, regarde, tu connais ça? Regarde, c'est moi. Bien sûr que je connais. Et donc, même si tu te rappelles pas du dernier jour de tournage, est-ce que tu as un souvenir quand même qui pourrait te popper de cette période-là? Oh, j'en ai plein, tu rigoles quoi. Le plus fort là que tu aurais en tête, peut-être? Le plus fort? Ouais. Quand j'étais en Inde et que j'étais énervé de faire l'épisode. Et d'ailleurs, on a arrêté pas longtemps après, je crois. Mais je sais pas, on commençait à se déguiser en nain, Sophie Mounico, elle a accouché d'un chien, un truc comme ça, tu vois, et je me disais, tiens, là on va loin, non? Ça partait dans tous les sens. Et je m'étais fâché, à tort, maintenant que j'y repense. J'étais énervé pour rien.
Mais c'était déjà une preuve qu'on voulait, on avait un peu d'exigence. Et l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est le pigeon. Et je me suis transformé en pigeon. Ils m'ont enfermé dans un balcon, ils m'ont oublié. Et à force d'être resté dans ce balcon entouré de pigeons, un pigeon. je suis devenu un pigeon. Je parle pigeon, j'avais une grosse barbe. Je crois que ça me dit quelque chose en vrai, cette épisode. Et puis ils essayaient de m'apprivoiser, Eric et Ramsey. Non, ça c'était très marrant. On en a fait plein des marrantes, plein. On a beaucoup ri sur ce truc. On passe au deuxième message. Oh. Commandant, comment ça va mon gars? Bon, j'espère que ton junket se passe bien, que t'es pas trop fatigué. On m'a demandé de te poser une question. Quand est-ce qu'on remange des merguez? Je t'embrasse. Commandant, comment ça va mon gars? Bon, j'espère... Ça me fait rigoler parce que c'est notre activité préférée, je crois. Quand tu veux, mon frère, absolument quand tu veux. Vous voyez souvent encore avec Omar? On se voit quand on peut. Il a une vie tellement grisante et moi avec, on va dans tous les sens. Il est à l'autre bout du monde et quand il vient sur Paris, on essaie de se croiser. C'est de plus en plus compliqué. Mais c'est resté intact. On a toujours, en tout cas moi, toujours la même admiration, le même amour pour lui. Je suis très fier de voir le parcours qu'il fait encore aujourd'hui. Et quand je vois d'où c'est parti, ça me fait sourire et ça me touche. Tu sais comment c'est parti? C'est parti sur un match de foot. C'est parti sur Votre un match rencontre? de foot. Ouais. Enfin, il était copain avec mon petit frère, plutôt. Et puis quand on fait un match de foot, tu vois, les deux meilleurs, ils sélectionnent les équipes. Tu vois, Ouais. je te prends, toi je te prends, tu te prends, toi je te prends pas. Et puis à la fin, il restait toujours 3 ou 4 joueurs nuls, dont moi et Omar. Ah ouais? Tout le temps, à la fin des trucs, ils nous prenaient pas, ces bâtards. Et on se retrouvait sur le banc à attendre qu'ils nous prennent. Donc au bout d'un moment, on a commencé à les charrier. Et c'est là que j'ai vu qu'il était extrêmement drôle. Le lendemain, je l'ai amené à Radio Nova pour faire une fausse interview. Je lui ai dit, tu te fais passer pour un joueur de foot sénégalais, ça va cartonner. Le lendemain, il a été engagé. On a ça en commun d'avoir pleuré de rire et d'en avoir fait quelque chose. Et évidemment qu'on se retrouvera toujours autour d'une merguez, d'un barbecue, parce que ça nous rappelle Trappes, ça nous rappelle notre enfance. Le parc de Saint-Quentin, tous les dimanches, il y avait toutes les communautés possibles et imaginables. Certains faisaient des merguez, d'autres des acras. Pour autant, on était tous ensemble. Et c'est vrai que Trappes, c'est un socle commun très fort entre nous. Notre enfance, ça nous a forgés. Et aujourd'hui, on fait le même métier. Je suis très heureux, très fier et très touché par lui. Et justement, tous les deux, vous avez pris la direction du cinéma. Toi, ton premier grand rôle, c'est Alain Chabat qui te le donne dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Il est sorti il y a 23 ans. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette époque-là? D'Astérix? Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire? Tout, absolument tout. D'abord, quand on vient me le proposer, quand Claude Berry, cette légende, vient avec Bertrand Delabé, qui est mon agent aujourd'hui, et qui viennent parler au nom d'Alain Chabat pour me proposer ce personnage, je suis déjà extrêmement touché. Et puis après, quand je vois la fête foraine que c'était encore, Chabat, il a cette faculté d'être sur un plateau de tournage et de donner le sentiment que c'est pas grave, que c'est pas important et que c'est pas urgent du tout. Alors que là, c'était un des plus gros films. Grosse production. Ouais, une très grosse production. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le plus gros budget du cinéma français. Le film sort cet après-midi. C'est déjà mission accomplie. Cette fois-ci, Alain Chabat, le metteur en scène, espère encore plus. À l'humour d'Uderzo et de Goscinny, il a ajouté celui des nuls, plus Jamel Debbouze. J'ai amené tous mes copains, j'ai amené toute ma famille. C'était une vraie colonie de vacances, ce film. Une vraie colonie de vacances. Et comme Alain, il cristallise ça, il attire les bonnes âmes, on a l'impression. En tout cas, le talent, c'est certain. Mais aussi la good vibes. Et c'était un tournage tout en douceur, où on n'a fait que rire. Je me souviens que c'était au Maroc, je me souviens du soleil, je me souviens d'être à côté d'Obélix et d'Astérix dans le désert marocain, avec des fixes qui couraient au milieu de centaines, de milliers même d'Égyptiens qui dansaient sur du James Brown. Attends. Incroyable. Ouais, franchement, c'était incroyable. J'en ai pas retouché des tournages comme ça.
Repérage en Égypte pour l'inspiration, construction du palais au Maroc en 3 mois comme dans l'histoire, maître des travaux à Tohang X. Et là, tu parlais de la musique rapidement. Moi, je me rappelais pas de ça parce que j'avais 6 ans à l'époque. Mais en recherchant pour faire cette interview, j'ai revu que tu avais fait un morceau avec Snoop Dogg. Ah, c'est quand même fou, ça. C'est vrai, j'ai fait ça aussi. Eh ouais, respecte, cousine. Attention. Snoop Double G. Eh ouais, mon pote. Weza, Wezo, Weezy. C'est un autre code entre lui et moi, Okay. On lui montrera. Ouais. Je pense qu'il a tout capté, là. Bien sûr. Mais je suis de Compton, comme lui. Hein. Ma mère, elle est de Compton. Ah ouais? Mon père, il trappe. À ce moment-là, avec ce film, c'est un tournant. Ouais. Tu deviens une personnalité publique très identifiée. Qu'est-ce qui change peut-être dans ta vie, à toi, dans ton quotidien, aussi dans le regard que les autres te portent? Tout. Tout, absolument tout. Tout change. Tu passes de l'obscurité à la lumière. Tu passes de ne pas exister à exister. Tu passes ouais, même plus pas exister que pas exister, c'est nier. Tu passes de nier à être le bienvenu. Et t'étais nié avant? Ouais, j'avais ce sentiment parfois. Ben, évidemment, on vient de Trappes. Je vais pas te la refaire, mais c'est vrai que c'était pas simple. C'était pas simple. Et puis le fait de pas être très grand, t'as du mal à attirer l'attention. Il fallait que j'en fasse des caisses. Et quand on m'a permis de rentrer à travers ce film, quand on m'a permis de rentrer dans toutes les chaumières, et que j'ai pu faire connaissance avec la France d'une certaine manière, je me suis senti beaucoup plus apaisé et ça a changé ma vision du monde carrément. J'ai un troisième message normalement. C'est un message d'un humoriste du Jamel Comedy Club, mais cette personne voulait vraiment envoyer le message, mais on l'a pas reçu. Attends, je dirais pas qui c'est pour les caméras, mais du coup on n'a pas le message. Mais on a quand même très envie de parler avec toi de cette période de ta vie, du Jamel Comedy Club. C'est qui cette personne? Ah, je sais pas, je peux pas le dire. Pourquoi? Je te le dirai après. Ça, c'est encore quelqu'un qui maîtrise pas la 3G. Un jeune, un vieux, New Generation? Pas New Generation. Oui, c'est ce que je me disais, c'est pas servir d'un portable, c'est pas New Generation. Je te dirai après hors caméra. Mais en tout cas, pour parler quand même du Jamel Comedy Club, tu l'as lancé en 2006, il y a presque 20 ans. On sait désormais le succès que ça continue, il y a toujours une troupe, il continue de bouger, le Comedy Club il tourne. Mais est-ce que... Attends, ça me trouble trop, enlève la Tu caméra. veux savoir qui c'est? Elle a dit hors caméra. De qui tu parles? Le Jamel Comedy Club, ou l'histoire d'une formidable rencontre. Celle de 12 artistes repérés dans les cafés-théâtres, puis recrutés par Jamel. Au total, ça fait 13 talents à partager la même scène. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même au début du Jamel Comedy Club, quand tu veux le lancer, où tu as été confronté à des difficultés? Je n'ai eu que des difficultés. Je connais rien d'autre que la difficulté. Bah, d'abord, tu as des gens qui font du one-man show, c'est-à-dire quelque chose d'assez égoïste. Tu vois, tu es quand même seul sur scène. Et il faut que tu composes et que tu partages la scène avec d'autres. Donc ton temps de passage et les sujets, parfois, qui peuvent être les mêmes, ou le mimétisme qui s'opère, ou le favoritisme qui pense que certains ont, tu vois. La compétition, monter une troupe, c'est comme avoir une famille. C'est extrêmement compliqué. Et puis tout le monde n'y croyait pas au Jamel Comedy Club. Les premières personnes à qui on a envoyé ce concept, ils l'ont refusé. Et on était convaincus que nous, il fallait qu'on persiste et qu'on signe parce qu'on était sûr de ses talents. Combien de fois avec Alban Ivanov, ça n'a pas fonctionné? Que ça soit ci ou ça, je te passe les détails, mais on a fait plein de trucs qu'on a produits avec Alban et ils n'en voulaient pas au premier abord parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas bon comédien. Non, mais ça me fait rire parce que quand tu vois aujourd'hui que c'est lui qui remplit les élites de France, on a eu raison de continuer et de supporter cette génération. Parce qu'on était convaincus de leur talent, qui n'était pas évident, je l'accorde, mais le temps faisant, on a eu raison. Vous allez voir ce soir du stand-up. Alors qu'est-ce que c'est que le stand-up? Ça nous vient des États-Unis. To steed, I stead, stupid. Est-ce que tu sais qu'au moins une fois par semaine, il y a un extrait de l'Inside Jamel Comedy Club qui tourne, qui explose sur les réseaux? Pourquoi il n'y a eu que 8 épisodes? Je ne peux pas me faire plus plaisir. Parce que comme toutes les choses les plus belles et les plus rares, point trop n'en faut. On s'est dit ça d'abord. On ne savait pas que ça allait exploser comme ça, évidemment. Là, c'est un peu... Je me la raconte en te disant ça, parce que au moment où on l'a fait, on ne savait pas du tout quel impact ça allait avoir. Bien qu'on s'est beaucoup amusé. On a vraiment ri et on était quand même conscient qu'il se passait quelque chose. Et pour tout te dire, pour moi, Inside, c'est l'une des choses les plus fortes que j'ai produites. Parce qu'il y avait là tout ce que j'avais envie de raconter. La complexité de monter une troupe, de vivre les uns avec les autres, la différence qu'il pouvait y avoir de caractère, de philosophie, de religion. Et pour autant,
être ensemble et livrer un spectacle, coûte que coûte. Tu vois, il y avait quelque chose d'assez noble et fort là-dedans, tout en étant extrêmement drôle et en ne s'épargnant pas. Que tu sois juif, musulman, catholique, noir, blanc, jaune, gros, petit, il y avait ce truc où la vanne ne faisait aucune différence. Si tu passais par là, tu te la prenais. Et on se foutait de qui t'étais, de comment t'étais et de ce que tu représentais. Ce qui nous intéressait, c'était de faire rire avec des sujets qui nous touchaient profondément. Les JT passaient leur temps à nous diviser. Nous, on avait envie de rassembler avec cette série. Et c'est ce qu'on a fait. Ce soir, au Casino de Paris, c'est soir de première et Jamel est en retard. T'as une grande sœur, non? Bon, vous avez répété? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Vous êtes attendu. Qu'est-ce que vous faites dire ça? On fait les entrées et les sorties. Quelqu'un me trouve une ceinture, sinon je vais perdre mon froc. On me fait signe qu'il faut que je me dépêche. Tout le monde me fait signe. Prends tout ton temps. Je rigole, quoi. Écoute-moi, Gingembre, prends tout ton temps. Gingembre. Quoi? Donc, on se voit aujourd'hui parce que tu as l'affiche du film Mercato de Tristan Seguela. Yes. Et donc, j'ai un dernier message à ce sujet. Sérieux? Ouais. Elle est bien ton interview, tu sais? Bah, merci. C'est pas vrai, Rio. Salut Jamel, c'est Rio, j'espère que tu vas bien. On échange un petit peu ballon de temps en temps. Et je sais que maintenant tu es devenu un grand agent. J'aimerais te poser une question. Si tu as un club et que ton président te dit de ramener le meilleur joueur pour faire gagner ton équipe, tu ramènes Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé? Merci pour ta réponse. Non mais ça c'est des questions pièges ça. Tête de mère cannelle, c'est pas cool. C'est pas cool. Putain, j'adore Dembouz. Dembélé évidemment, c'est son blaze, Dembouz. T'as vu comment il joue en ce moment? Il a les jambes en feu, tu me diras Kylian aussi. Je te dirais Kylian. Okay. Mais Kylian évidemment, et pas seulement pour le foot et pour le sport, c'est parce que j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu, de le connaître. Et je le trouve extrêmement sensible. L'image qu'il renvoie n'est pas celle que je connais. Moi je l'ai côtoyé beaucoup pendant le confinement. Je l'ai vu vivre, évoluer avec sa famille. C'est encore un gosse, bizarrement. On a l'impression qu'il est très adulte et très mature parce que sur le terrain il déploie des merveilles. Mais c'est quelqu'un de très très sensible. Et en dehors du fait qu'il nous ait fait rêver, moi j'aime profondément l'homme qu'il est. Je connais pas bien Dembouz, mais je demande qu'à te connaître, frère. Si je te connaissais mieux, j'aurais dit toi, hein, j'aurais dit Dembélé, parce que franchement, en ce moment, tu les rentres toutes. Hein. Bravo, hein, Ousmane. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Ça, c'est un milieu que tu connais bien, le football. Est-ce que tu t'es aidé de personnes que tu connais, comme par exemple Nicolas Anelka ou d'autres, pour préparer ce rôle d'agent dans Mercato? Bien sûr, mais c'est la somme de plein de choses en vérité. J'avais une prof de théâtre qui s'appelait Julie Villemont, elle n'est plus là, paix à son âme. Elle me disait une phrase qui m'est restée, c'est « tu ne sais pas que tu sais ». Tu as traversé, toi, ta vie comme ça. Il y a eu pas mal d'expériences que tu as vécues, pas mal de choses que tu as entendues ou vues. Et tu les as imprégnées, tu les as enregistrées sans même le savoir. Et un jour, quand on a besoin, ils ressortent. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce film, pour moi. J'ai côtoyé Anelka, Zizou Christ, j'étais un de ses apôtres. Kylian, évidemment, avec qui j'étais confiné, et on a vécu des choses très très intenses et très fortes. J'ai pu partager avec eux beaucoup de choses. Mais ce qui m'a le plus poussé à faire ce film, c'est une fois que j'ai pu voir les coulisses à travers le PSG, l'OM, Lille ou Lens, que j'étais dans les couloirs, j'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé avec les agents, et l'humanité qui se dégageait de ces gens. Évidemment, ils sont bien lotis, ils touchent des millions, ils font un sport extraordinaire. Mais le revers, c'est que psychologiquement et physiquement, ils payent très très cher ça. Quand tu es au sommet, il faut le rester. Et en 3 matchs, tu n'es plus rien. Tu mets 17 ans ou 20 ans à arriver à ce niveau-là, et parce que tu as aligné 3 performances mauvaises d'un coup, tu es relégué. C'est extrêmement dur. Après, quand tu es une star comme peut l'être Kylian ou Gassama, comme dans le film, on s'attaque à toi, mais on s'attaque aussi à ta famille. Et tout y passe. On connaît le décor, mais l'envers, on ne le connaît absolument pas. On ne peut pas imaginer qu'il soit aussi âpre, violent et dur comme ça, tu vois. Mystérieux, opaque. Foot business, on parle de milliards, là. Eh ouais, cousine. Jamel, merci beaucoup. On a essayé rapidement de faire un flashback de ta vie. Eh ben, c'était super. Là, c'est l'année de tes 50 ans. On va voir ce que tu as prévu pour la suite, alors. Écoute, merci beaucoup. Merci, Jamel. C'était super. Bah oui. Il est bien, ce concept. C'était quand même super. Regarde.
Oh, il fallait me dire, je te jure. Oh là là, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Merci beaucoup. Merci.